Salut, nous sommes toujours à Rio de Janeiro. Rio plus 20 consacré à la Terre, c'est terminé. Mais nous avons encore 13 minutes à passer ensemble. Après 10 jours de négociations, beaucoup de choses ont été dites. Retour sur le bilan de ce sommet auquel ont pris part une centaine de chefs d'État et de gouvernement avec Prince Bafiolo. C'est sans doute l'un des temps les plus forts du sommet, un sommet riche en couleurs et en symboles. Une avancée peut-être pour le développement durable, les 110 chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur un document intitulé « Le futur que nous voulons ». Le texte prévoit entre autres l'éradication de la pauvreté en épargnant les ressources naturelles de la planète. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, c'est un très bon document, une vision sur laquelle nous pouvons bâtir nos rêves. Des rêves déçus pour bien de participants. Les militants écologistes dénoncent par exemple l'absence d'objectifs contraignants et de financement. L'Afrique, qui a plaidé pour la création d'une agence des Nations Unies pour l'environnement, n'a pas trouvé gain de cause. Pareil pour la promotion de l'économie verte. Somme toute, Rio plus 20 aura permis au monde entier de prendre conscience sur la nécessité de préserver la planète. Dans le contexte de crise économique et financière que traverse le monde, c'est sans doute le meilleur accord auquel on pouvait parvenir. Monsieur le Président, bonjour. Quel bilan faites-vous du sommet de Rio qui vient de s'achever? J'ai été impressionné par ce sommet et par le nombre de participants. Il me semble que 99% des chefs d'État de la planète étaient présents à cette réunion de Rio, et ceci est un événement. Quand on sait que ce sommet a été organisé pour discuter de la planète et de son futur. J'ai le sentiment que de nombreux pays ont envie de voir s'installer le développement durable dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Monsieur le Président, le sommet a discuté de 7 thèmes fondamentaux pour notre planète. L'un d'entre eux concerne les océans, et la Namibie a un rôle modèle dans la gestion de la pêche et des campagnes de pêcherie. Avant l'indépendance, nos poissons étaient exploités parce que personne ne s'occupait de l'organisation de la pêche industrielle. Après l'indépendance, nous avons voté des lois qui protégeaient l'environnement. Et notre pêche est devenue plus respectueuse de la faune sous-marine, ce qui signifie que vous ne pouvez plus aller en mer et pêcher comme vous le voulez, mais que chaque pêche doit être contrôlée. Par exemple, lorsque les pêcheurs voient un petit poisson, ils ne peuvent plus l'attraper. Ils doivent le laisser grandir. Ou lorsque le poisson est porteur d'œufs, on doit le laisser vivant. Comme vous le voyez, nous sommes très soucieux de la protection de notre environnement. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de ce sommet de Rio sur le développement durable. Parce que nous, en Namibie, nous y contribuons en ce qui concerne la pêche industrielle. Au nord du Maroc, le détroit de Gibraltar présente l'un des potentiels éoliens les plus élevés au monde. C'est ici que la société française Teolia, en partenariat avec l'Office marocain d'électricité, exploite le parc de Koudia El Beida sur 300 hectares.
Un investissement lourd mais rentable. Au Maroc, les vents forts et fréquents permettent aux éoliennes de fonctionner 4000 heures par an, 2 fois plus qu'en Europe. L'énergie éolienne au Maroc est relativement rentable, tout simplement parce qu'il y a des sites qui sont hyper bien vantés. Nous parlons de vitesse moyenne sur cette région-là de 10-11 mètres secondes. Sur les côtes sud de l'Atlantique, nous parlons de vitesse moyenne de 9 mètres par seconde. Aujourd'hui, Koudia El Beida peut alimenter une ville de 300 000 habitants comme Tétouan. En matière d'éolien, le Maroc est ambitieux. Son objectif, porter sa capacité de production de 300 à 2000 MW d'ici 2020, soit 20% de la puissance électrique totale. Le mécanisme de développement propre permet à un pays industrialisé de financer des projets réduisant ses émissions de gaz à effet de serre dans un pays du Sud. En échange, il obtient des crédits carbone qui peuvent être décomptés de ses émissions ou revendus à d'autres entreprises. C'est le fameux marché du crédit carbone. À Tétouan, Lafarge a bien compris l'intérêt d'un tel système. Le cimentier est le premier opérateur privé à s'être lancé au Maroc. Aujourd'hui, 60% de l'électricité consommée par cette usine provient de son propre parc éolien. Le premier sujet, c'est la question de la facture de l'énergie au Maroc qui coûte énormément cher. Donc, et comme on sait que la part de l'énergie dans notre structure de prix de revient, elle est quand même assez significative. Le deuxième point, c'est l'enjeu environnemental. Le fait qu'on a investi les 32 MW dans cette usine va nous permettre de gagner 88 000 tonnes de CO2 à effet de serre. Le Maroc importe d'Espagne 15% de son électricité. Mais grâce au développement des énergies renouvelables, il espère exporter à son tour vers l'Europe d'ici 5 ans. Passons à présent à notre rubrique quotidienne, l'image du jour. Vedasto Musungu et Kenny Keza nous emmènent dans les coulisses de ce dernier jour de sommet, Rio+20. Suivez. Rio+20, c'est terminé. Pendant une semaine, toute l'équipe de la rédaction s'est fait un plaisir de vous accompagner dans ce sommet. Rendez-vous peut-être dans 20 ans pour connaître l'état de notre planète.